très simple sur ce film, au-delà même des débats houleux qui ont eu lieu dans l'hémicycle, sur ce film, quand vous avez regardé ce film sur Monsanto, comment vous avez réagi, Christian Jacob? Ça vous a fait peur? Vous avez eu froid dans le dos? Tout d'abord, il ne faut pas confondre tout. C'est-à-dire que là, on est sur un film, un procès à charge sur Monsanto, qui est pour une partie vraisemblablement tout à fait justifié, qui n'est peut-être pas, je ne pense pas, sur la totalité, puisqu'on marche par extrait. Ce qui aurait été intéressant d'ailleurs, c'est de débattre avec des gens de Monsanto, puisque c'est là qu'on aurait pu avoir un vrai débat. On va poser des questions sur la dioxine, le PCB, sur les hormones. Intéressant. Alors, ne pas confondre Monsanto et les biotechnologies, puisque le texte sur lequel on a travaillé à l'Assemblée, c'est un texte sur les biotechnologies, de voir comment on protège, on développe, on encadre notre recherche. Donc on est sur deux sujets différents où la confusion peut nous emmener sur quelques dérapages. Alors, après cela, il faut aussi pouvoir faire la part des choses sur quelques images du film, sur les utilisations qui sont faites par les produits. La réalité, parfois, sur des situations très graves d'agriculteurs poussés au suicide, entre le contexte économique, la dureté du travail, et puis le lien qui peut être assez discutable, qui est fait avec les biotechnologies. Enfin, en tout cas, avec Monsanto en particulier. Je voudrais reprendre une phrase de votre communiqué, François Grosdidier. Vous parlez d'un amendement dans ce communiqué en particulier. Vous expliquez, à propos du groupe UMP, leur véhémence a achevé de me convaincre que la question avait été confisquée par le lobby productiviste au mépris de la précaution et de la transparence. Quand on regarde Monsanto, on se dit que c'est une machine de guerre incroyable et que le politique va avoir du mal, ou a du mal en tout cas, à lutter contre la machine. Ce que je souhaite, c'est qu'on ait toujours un équilibre entre les préoccupations d'ordre économique, et qui sont parfaitement légitimes, et les préoccupations sanitaires environnementales. Et si je me suis autant battu sur un amendement qui paraissait tellement formel, où je voulais simplement que le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement soit également compétent pour signer les futurs arrêtés d'autorisation de mise en culture, c'est parce que je crois que ce domaine de compétence doit être partagé. C'est vrai qu'il y a un risque à ce que certains milieux économiquement concernés confisquent un certain nombre de questions. Alors je ne dis pas que c'est le diable, mais simplement, oui. Je dis que le dispositif est tel que nous le mettons en place avec la loi telle qu'elle est amendée, me semble pas apporter toutes les garanties pour que justement nous puissions éviter la prédominance d'intérêts économiques sur d'autres considérations. Il vous fait peur le monde selon Monsanto? Parce que là, le documentaire, imaginez, on a des enfants, ça fait peur. On ne peut pas bien sûr généraliser, tous les semenciers ne sont pas Monsanto, même tous les industriels de la chimie ne sont pas Monsanto, mais ça montre quoi? C'est-à-dire qu'on a quand même des agents économiques de par le monde qui sont capables, tout en le sachant, de raconter exactement l'inverse à l'extérieur et de commercialiser des produits qu'ils savent dangereux. Ça, au point d'industrie chimique, ça peut valoir pour les biotechnologies ou pour bien d'autres domaines. Et à partir de là, nous devons nous en prémunir. C'est pas les politiques, quand on dit on, c'est les politiques, les citoyens, c'est la société. Oui. Et contrairement à Chassaigne, je ne pense pas que ce soit inhérent au système libéral. C'est-à-dire que on est libéral, on est d'abord humaniste. C'est-à-dire qu'on met la santé humaine, ce qui la conditionne, l'alimentation, l'environnement au premier plan. Et ensuite, pour moi, le libéralisme, c'est aussi le principe du pollueur-payeur. La liberté, oui, mais la responsabilité. Et on croirait entendre Nathalie Kosciusko-Morizet sur le principe de précaution. Et on voit là des sociétés non seulement qui n'assument pas la responsabilité, première faute, selon les principes auxquels je crois, mais pire que ça, qui délibérément ont mis en jeu la santé humaine, et avec des autorités politiques dans certains pays qui manifestement ou n'avaient pas vu, ou ne savaient pas, ou n'avaient pas cherché à savoir. Donc je ne suis pas contre les OGM, je ne suis pas contre l'industrie chimique, je voudrais simplement que notre pays s'organise, que l'Europe s'organise, que l'humanité s'organise pour se prémunir contre de tels risques. André Chassaigne, le monde selon Monsanto, vous avez regardé ce film aussi, vous avez ferraillé dans l'hémicycle cet amendement qui est devenu l'article 252. Ce monde, vous en voulez de ce monde selon Monsanto? Vous avez d'ailleurs travaillé sur la commission d'enquête parlementaire qui était présidée par Jean-Yves Le Déaut sur les expérimentations en plein champ sur les OGM. Donc vous suivez ce dossier depuis plusieurs années. Ça vous a fait froid dans le dos? Vous vous dites c'est pas le monde que je souhaite et moi politique je dois intervenir. Je crois qu'il y a deux choses. Bon, c'est d'une part cette réalité qui est montrée par le film sur Monsanto, on l'avait découverte, on avait pris conscience de cette dimension-là lors de la mission d'information parlementaire quand nous étions justement allés visiter
visiter les locaux de Monsanto, leur lieu d'expérimentation, les échanges que nous avions eus avec leurs responsables scientifiques. On avait bien pris conscience de cette espèce d'immense machine, de cette puissance. Donc il y a d'une part le fait qu'on découvre là ce que peut être l'arme alimentaire. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est-à-dire ce que peut être la domination d'un grand semencier ou de quelques grands semenciers sur l'ensemble de l'économie agricole du monde, avec en perspective les difficultés à venir pour nourrir la planète, et donc une forme d'instrumentalisation qui est faite pour une recherche de profit. Ça, c'est une première chose. Mais par contre... Entreprise chimique à l'origine, oui, le documentaire le dit bien. Bien sûr. Ça démarre par la chimie et c'est pas une entreprise agricole, si je me permets. Alors la deuxième dimension que je vois, c'est que d'un autre côté, ce film, il risque de confondre ce qu'est la découverte scientifique, ce qu'est la découverte technologique, ce que sont les biotechnologies avec l'usage qu'on en fait. Et le travers, il est là. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on se laisse enfermer dans la seule utilisation aujourd'hui qui est faite des OGM, ou est-ce que, tout en étant extrêmement rigoureux sur les risques que ça représente, vraiment en étant très strict, je crois que par rapport à ça, c'est l'objet de la loi, il faut qu'aussi on se pose la question du devenir des biotechnologies. Et de la recherche, finalement, voilà, parce que ça pose cette question-là derrière. J'ai souvent une expression, je dis, moi, quand je monte dans mon automobile, j'ai besoin de cette automobile, j'habite à la campagne pour me déplacer, mais je sais que je pollue la planète, je sais que j'enrichis les gros capitalistes qui fabriquent les voitures, et qu'il y a des salariés, comme en Roumanie aujourd'hui, qui sont exploités, mais d'un autre côté, l'automobile, j'en ai besoin. Donc, vous voyez, il faut être attentif. Oui, mais il faut être attentif au fait qu'une découverte scientifique, elle ne vaut que par l'usage qu'on en fait. Et je crois que c'est quelque chose de nouveau. J'ai cité Camus dans son éditorial de Combat, 2 jours après Hiroshima, où il a bien posé ce problème. C'est une voie nouvelle. On est dans une ère nouvelle où la science en soi-même, les découvertes ne suffisent pas. Il faut que le citoyen réfléchisse à l'intérêt de telle ou telle découverte. Le citoyen et le politique. Vous n'êtes pas député, Giraud Guibert, mais c'est au politique. Le citoyen vote et élit des parlementaires. C'est aux parlementaires, aux politiques d'être en contrôle. Je trouve que c'est une des conclusions importantes du film, parce que le film finalement montre quelque chose qui est extrêmement frappant, qui est l'accumulation sur un certain nombre de dossiers, PCB, dioxine, de la même méthode. Et cette méthode, c'est la suivante. C'est en réalité une certaine démission du politique, et j'y reviendrai, devant une expertise qui, de fait, est contrôlée par des grandes entreprises multinationales. Et je trouve qu'il faut s'interroger sur les deux aspects, c'est-à-dire expertise, et je crois que le débat sur les OGM y a aidé. Expertise, comment faire pour arriver à ce que les expertises soumises aux politiques ne soient pas des expertises univoques, ne soient pas des expertises pilotées par les grandes firmes concernées, mais soient en effet pluralistes et permettent de se faire objectivement une évaluation de la situation. Et le deuxième point, qui est à mon sens le plus important, c'est que, comme par hasard, ce film, et on voit bien que les principales difficultés viennent de l'époque, à une époque où le thème majeur de l'administration américaine, c'est la déréglementation. Et moi, ça m'a fait penser au problème des farines animales, et comme par hasard, le problème des farines animales et le non-chauffage, c'est Thatcher. C'est aussi la déréglementation. Donc, c'est pour ça que je le dis à nos collègues, et c'est un monde qui tourne plus rond. Je le dis à nos collègues, je comprends bien, et j'estime tout à fait la position, et je la crois tout à fait sincère. Je la crois tout à fait sincère. Je dis simplement, et la vôtre aussi, bien entendu, mais je crois simplement qu'une certaine logique, quand on dit de déréglementation, peut mettre en danger, aboutir à ce genre de choses. Il ne faut pas pousser le libéralisme à la caricature. Quelles sont les 2 plus grandes catastrophes écologiques jusqu'à présent? C'est Tchernobyl et la mer d'Aral. C'est quand même pas le résultat de l'ultracapitalisme. Bon, c'est le résultat du collectivisme, mais surtout de l'irresponsabilité. Et je crois simplement qu'il faut que, quelle que soit l'organisation plus libérale ou plus collective, il faut que toujours les responsabilités individuelles comme collectives soient parfaitement identifiées, qu'elles soient assumées, qu'elles soient récompensées. Je suis pour le mérite et la récompense, mais qu'elles soient aussi sanctionnées. Ça, c'est pas le principe. Le deuxième, c'est qu'effectivement, sur tous les enjeux sanitaires ou environnementaux,
il faut une autorité publique parfaitement indépendante et au-dessus de tous les agents économiques. Et vous avez raison sur ce point, je vous rejoins également, une capacité d'expertise indépendante. Ce qui suppose aussi dans certains domaines, comme la toxicologie, d'autres choses, non mais qui doit l'être complètement, oui, mais de façon effective. On a le sentiment qu'elle C'est-à-dire, je suis le premier dans certains domaines à soutenir le rapprochement entre la recherche et l'entreprise, entre l'université et l'entreprise, mais il y a un certain nombre de domaines aussi fondamentaux. Par exemple, il me paraît essentiel de maintenir des recherches publiques totalement indépendante lorsqu'on doit éclairer les pouvoirs publics sur des enjeux sanitaires environnementaux. Christian Jacob, après on se posera des questions très simples parce que des questions auxquelles ne répond pas le film, c'est la dangerosité du produit. C'est une vraie question de fond qui sous-tend toujours les débats publics, politiques. Sur cette question, pour rester 2 minutes encore sur le film, allez jamais trancher cette question. Comment vous, en tant que politique, en tant qu'élu, et qui vous n'êtes pas forcément des chercheurs en biotechnologie, comment vous faites pour savoir concrètement? C'était tout l'objet de cette loi, la transposition de cette directive. Vous en avez appris plus sur l'OGM? Non, ce que l'on a fait, c'est qu'on met en place un haut conseil, c'est-à-dire qui va nous permettre d'avoir des avis scientifiques, et ensuite le politique éclairé par les scientifiques, à ce moment-là, décide et doit trancher. Et le pouvoir doit effectivement rester aux politiques, mais on avait besoin de créer cette structure, c'est pour ça qu'on le fait, de la même façon que ce que l'on apporte dans le cadre législatif que nous venons de voter, qui est quand même le plus précautionneux pratiquement au monde. Je ne crois pas qu'il y ait un cadre plus strict et plus encadré que le travail que nous venons de faire au Parlement sur les laboratoires. Vous voyez, je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, Monsanto ou n'importe quel autre... Ciba, Syngenta, Pioneer, on peut les citer. N'importe quel autre semencier veut obtenir un numéro d'obtention d'une nouvelle semence, il doit répondre à un protocole d'études internationales qui est bien identifié, mais il va conduire lui-même ses propres études dans ses laboratoires. Eh bien, ce que nous mettons dans la loi, c'est de dire maintenant tout cela est terminé. C'est-à-dire que ce sont des laboratoires qui seront agréés par les pouvoirs publics et qui permettra donc au pouvoir public de vérifier à tout moment, d'avoir que le politique et à chaque fois l'éclairage est bien vérifié, que le protocole est parfaitement respecté, et ce ne sera plus Monsanto qui fera les études pour ses propres semences. Parce que c'est ce qui existe aujourd'hui. Et ça, la loi le corrige parce que nous l'avons mis en place dans le débat que nous venons d'avoir. Donc avec cette indépendance d'expertise, ça veut dire qu'on va pouvoir faire cohabiter, parce que c'est l'objet de la loi, pour ceux qui auraient raté quelques étapes, ils n'auraient pas suivi les débats à l'Assemblée, ça va permettre de faire cohabiter culture OGM, vous hochez la tête, de favoriser la recherche et favoriser la cohabitation des cultures OGM et des cultures non OGM. C'est sûrement plus compliqué. Sur ce point, avec ce laboratoire indépendant, voilà, on est sauvé, on y verra clair. Je reconnais une chose, c'est que le projet de loi marque une avancée appréciable. Une avancée appréciable dans le sens... C'est votre amendement. Non, je ne parle pas d'amendement. Je parle pas d'amendement. Je parle de une avancée appréciable sur le fait que désormais, même si c'est imparfait, même si on aurait voulu aller plus loin, désormais, il y a une validation que je qualifierais citoyenne, sociétale, sur une perspective d'utiliser ou non un OGM. Et ça, c'est important, je le reconnais. Le citoyen peut prendre l'initiative. Ce que je veux dire par là, c'est que le comité scientifique, lui, va apporter une appréciation sur la faisabilité, sur la sécurité, sur quelles peuvent être les conséquences pour l'environnement, pour la santé humaine, etc. Mais à côté de ça, et c'est ça qui est nouveau, il y a désormais un avis. Passons sur les termes, c'est une recommandation, mais il y a, à mon avis, j'appelle ça un avis, qui est un avis sur les caractéristiques économiques, sociales, éthiques, qui va être produit par un comité, qui est un comité de la société civile, comme on disait. Donc ça, c'est une avancée. Mais je pense... et on a été plusieurs à être sur cette analyse-là, c'est qu'il y a des verrous quand même qui ont été mis, et moi je pense que ça aurait dû aller plus loin, et que c'est pas normal qu'on hiérarchise par exemple les scientifiques d'un côté, la société civile de l'autre, que les uns donnent un avis, les autres une recommandation. Le fond du problème pour les OGM, c'est est-ce que cette découverte-là, sur un produit particulier, encore une fois, il y a autant d'approches que d'OGM, mais est-ce qu'une découverte ou l'utilisation d'un OGM particulier, en fonction de tout ce qu'il engendre, est-ce qu'en quelque sorte ça vaut le coup ? Est-ce qu'il y a un apport suffisant au regard des risques que ça peut engendrer et des conséquences que ça peut avoir? C'est là la question. Et je crois que c'est à partir des réponses... Bénéfice-risque, quoi. Il faut peser et en gros, quel est l'objectif recherché? Est-ce que c'est répondre à une attente pour le mieux vivre,
pour le mieux vivre, pour améliorer le sort des gens, ou est-ce que c'est tout simplement pour satisfaire et remplir les poches des semenciers? Voilà la question fondamentale. Pour moi, c'est celle-ci. Le Parti socialiste est sur cette ligne parce que c'est une question de fond. On entend des semenciers qui disent, moi je produis plus, mon grain est de meilleure qualité quand je fais de l'OGM, en parlant de maïs. Est-ce que finalement... Je diminue les pesticides. Et je diminue les pesticides. C'est un argument, mais d'ailleurs qui est contesté par les anti. Il est contesté. Mais en tout cas sur le volume de production et la qualité du grain. Généraliser, c'est là qu'il y a une difficulté. C'est-à-dire que c'est pas un OGM égale pas un OGM. Est-ce que c'est pas c'est là que l'approche devient plus difficile. Le gain de productivité. Je pense d'abord que le projet de loi a un mérite important. Moi, je suis prêt à le reconnaître. C'est que on ne pourra plus dorénavant faire des coups en douce sur ce sujet. Voilà. Donc transparence. Ce sujet est sur la place publique, alors que, rappelez-vous, en étant objectif, il y a eu quand même dans le passé un certain nombre de coups en douce. Il y a 6 ans que la directive était en attente de transposition. Je ne le citerai pas, mais transparence, c'est un point positif. Je crois que ça, c'est un point très positif. De gauche comme de droite. C'est un point très positif, et je crois qu'il faut saluer, y compris vous, parlementaires, qui avez contribué à tout ça. Je dirais, le point négatif, moi, à mon sens, au-delà des imperfections, des multiples débats qu'il y a, le cœur du point négatif, et pour rejoindre ce qui a été dit, c'est le régime de responsabilité. Parce que on est quand même dans une situation où... Alors expliquez-nous un peu, parce que c'est très intéressant, la responsabilité. Je parle devant des spécialistes. Oui, non, mais allez-y, vous êtes vous aussi je connais moi-même bien ces sujets, mais on est dans une situation où il y a quand même un problème de coexistence. Si on décide de mettre en culture tel ou tel, il y a un problème de coexistence évident, il y a un problème donc de perte économique potentielle évident pour celui qui n'est pas OGM, pour être précis. Pour celui qui n'est pas OGM. Et là, il faut savoir qui va assumer cette responsabilité. Oui, on s'assure. Or aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs je pense que ce projet de loi sera peut-être suivi de quelques autres, ou en tout cas ne termine pas l'affaire, c'est que aujourd'hui, on ne voit pas bien comment ça va se passer. Et on ne voit pas bien qui va, en effet, prendre la responsabilité des difficultés économiques de telle ou telle filière liées à des cultures OGM à 25 km ou pas simplement proches à 25 km. Et là, il y a un point, et qui, je crois, le cœur du problème de la coexistence. Parce que on peut ensuite, je suis d'accord, dire il y a le processus de décision, je crois que voilà, il a ses avantages et ses inconvénients, très bien, on peut en discuter. Mais le cœur du processus de coexistence, c'est le régime de responsabilité. Et de ce point de vue-là, je pense que là, il est encore tout à fait insuffisant par rapport à ce qu'il faudrait. Essentiel, parce que, excusez-moi, au risque ça pose le risque de la cohabitation et de la possibilité de savoir si oui ou non cette cohabitation est possible, notamment sur cette question de la responsabilité. C'est pour ça qu'il faut absolument... Alors, moi, je considère que oui, mais je ne demande qu'à être éclairé sur mon avis par le Haut Conseil, par des scientifiques. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on avance sur les essais en plein champ, que l'on puisse laisser travailler la recherche. Et c'est à la lumière de la recherche et des avis scientifiques qu'on pourra décider. Sinon, on s'enferme dans des dogmes. Et il n'y a rien de pire que cela, de dire c'est bon ou c'est mauvais. Non, laissons travailler la recherche. Il y a un certain nombre de choses que l'on sait déjà aujourd'hui. Comme citoyen, vous avez peur des OGM, vous dites les OGM. Moi, les OGM me font pas peur, pour la raison simple, c'est que on reste un grain de maïs, qu'il soit OGM ou non. En revanche, ce que j'ai besoin de savoir, c'est effectivement si on ne peut pas avoir des risques. Alors, on a parlé de la pollinisation. Elle existe, l'INRA le dit, il étudie l'INRA. Mais vous parlez de contamination. On n'est pas sur une maladie honteuse. C'est la pollinisation. C'est-à-dire que le pollen peut effectivement passer d'une plante sur une autre plante. C'est pour ça qu'il y a des conditions techniques qui sont mises en place de distance. Il y a des possibilités de floraison intercalée, avec etc. Des bandes de terre avec des distances. D'où la nécessité d'avoir aussi des spécialistes en agronomie qui puissent travailler sur le sujet, et ce qui a été un des objets du débat qu'on a pu avoir. Attendez, François Grosdidier, parce qu'il n'a pas parlé, excusez-moi. Oui, alors... Il n'a pas parlé ? Non, très peu. Et on a envie de l'entendre. Premier point. D'abord, je trouve que la gauche l'a mené une guerre un peu théologique, et je pense que la gauche de gouvernement au pouvoir n'aurait pas eu la même position sur le avec ou sans OGM. C'est vrai qu'avec ou sans, dans l'absolu, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a des OGM sur cette terre que certains pollens peuvent même passer la mer et les montagnes. Donc dans l'absolu, c'est pas possible. Mais en revanche, je crois qu'il faut s'en approcher. Je disais que je préférais un sans absolu marqué par la loi, il aurait été de toute façon que virtuel. Je préfère un sans ou avec qui soit relatif mais effectif. Pour ça, on peut pas débattre des taux, etc. Moi, je souhaiterais que la France garde la liberté de pouvoir fixer des taux éventuellement inférieurs, comme l'Allemagne a fait avec le 0,1, mais le 0,1 peut être excessif. Il pourrait y avoir des taux différents selon les produits. Je veux dire, donc, il ne faut pas non plus être dans une guerre tranchée, mais il faut qu'on s'approche au maximum du minimum
de dissémination ou de contamination possible. Sur le Haut Conseil, je voudrais quand même dire, moi, c'est une formidable avancée que d'avoir mise en place. Mais moi, j'ai regretté les amendements successifs du Parlement par rapport au texte initial. Parce que d'abord, ce Haut Conseil devait faire complètement dialoguer les scientifiques et la société civile. Or là, là, on a au moins sur les demandes d'autorisation, dire un Haut Conseil qui est cloisonné, qui de temps en temps aura des plénières, on l'a sauvé. Quoi. Le ministre a quand même posé un amendement. Des plénières, c'est-à-dire quoi concrètement? Attendez. Sur le Haut Conseil, je voudrais dire ensuite que quelle que soit, je veux dire, la bonne foi de mes amis, etc., malgré tout, le fait qu'on subordonne la nomination du président du Haut Conseil à l'avis des commissions des affaires économiques de l'Assemblée du Sénat, qui c'est vrai sont compétentes pour l'environnement, mais qui sont d'abord des commissions des affaires économiques, et on voit bien tous les débats qu'il y a eu sur l'Assemblée dominante, ça ne paraît pas bien. Et de bout en bout, il y a eu des tentatives de réduire au silence, de réduire la liberté d'expression des membres du Conseil dans un domaine où on veut la transparence totale, jusqu'à l'arrêté qui sera exclusivement, donc la décision qui viendra exclusivement au ministre de l'Agriculture et pas à partir du ministère de l'Environnement. Tout ça, par rapport au texte initial, me donne l'impression... Non, mais pour l'arrêté final, après la vidéo conseil, mais ça me semble que de bout en bout, moi je perçois, j'ai dit à mes amis, une volonté de verrouillage, là on aurait dû dissiper tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète plutôt. Et sur l'article 7, sur le dossier d'information transmis au public, moi j'aurais voulu qu'il soit écrit dans la loi qu'il n'y avait aucune confidentialité possible, même pas sur le fondement du secret industriel, très important, pour tout élément transparence totale concernant les effets éventuels sur l'homme et sur l'environnement. Il faut savoir que le ministère de l'Agriculture n'a pas été transparent par le passé. On voit bien dans le film que le fond du problème, c'est la transparence. Que le ministère de l'Agriculture a dû être rappelé alors par la CADA. Et je crains que dans cette nouvelle rédaction, eh bien, même la jurisprudence de la CADA soit annulée. Et c'est pour ça que beaucoup de points n'auraient mérité de ma part qu'une abstention, mais le vote contre, pour moi, a d'abord été inspiré sur ce point d'exigence de transparence totale. Juste une question, parce que c'est assez technique, il faut penser aux téléspectateurs, qu'on passe sur le débat. Juste une question simple, très simple, basique. Ça sert à qui et ça sert à quoi les OGM? Puisqu'il y a eu un débat, 36 heures de débat dans l'hémicycle, vous avez fait jour et nuit, ça va servir à qui, à quoi? Simplement. Ça peut servir en matière de soins, de santé, vous avez aujourd'hui... Parlons des plaintes. Non, mais pour les soins, vous avez déjà, bon, à peu près... On parle du maïs, par exemple. Non, mais nourrir les animaux. Ça peut servir en matière de recherche médicale importante, ça sert à augmenter des capacités de production, parce qu'on a une augmentation de la population mondiale énorme, c'est-à-dire vous regardez, l'augmentation est comme ça, l'augmentation de la production comme ça. Ensuite, ça peut servir aussi à une diminution très importante de l'utilisation des pesticides. C'est-à-dire que quand vous allez mettre sur une pomme de terre, vous allez faire une vingtaine d'interventions avec des pesticides, c'est-à-dire que vous avez les pulvérisateurs, vous voyez dans les champs, qui mettent du produit dans l'air, dans l'eau, dans le sol, et sur la plante, eh bien à partir du moment où on a une plante qui a une capacité naturelle de résistance, eh bien à ce moment-là, on n'a plus besoin de ces interventions. Donc on utilise moins de pesticides. C'est aussi un élément important. Parce qu'elle a des gènes, Non, il y a deux choses. Soit il y a les OGM pesticides, c'est le Mont 810 qui a été interdit en France, on a utilisé la clause de sauvegarde, soit on travaille sur les recherches sur les gènes de la plante qui soient résistantes à telle et telle maladie. C'est une autre possibilité, et c'est cette possibilité qui permet de diminuer de manière très nette l'utilisation des pesticides. Donc, 1, capacité de nourrir le monde. 2, diminution de l'utilisation d'eau, c'est-à-dire de travailler sur des plantes qui utilisent moins d'eau. La ressource en eau diminue chaque année. Et 3, diminution des pesticides. Voilà pourquoi j'ai envie que la recherche avance, et je me dis que c'est peut-être une bonne voie. Tout petit mot, Jérôme Guibert et François Grosdidier. Je crois quand même, soyons lucides, je crois que pour les OGM existants, je parle bien des OGM existants, et je ne parle pas des OGM futurs, qui mériteront à chaque étape une évaluation. Pour les OGM existants, reconnaissons, et je pense que tout le monde peut être d'accord autour de cette table, que le problème majeur, c'est que l'avantage de ces OGM est quand même assez réduit par rapport à ses risques potentiels. Je crois que je compare toujours quand je fais des réunions. J'en fais régulièrement. Je sais bien que c'est pas très orthodoxe de dire ça, mais l'invention du chemin de fer, personne, il y avait des accidents, tout le monde avait peur des tunnels, personne ne s'interrogeait pour savoir s'il fallait faire des réseaux de chemin de fer en France. On en faisait parce que l'avantage était évident. Là, je pense qu'un des problèmes des OGM d'aujourd'hui,
dis bien, peut-être que demain ça changera. Il peut être amélioré, effectivement. Peut-être que demain il y aura un OGM qui sera tellement... la recherche avance. Mais de l'OGM, aujourd'hui, un des problèmes, c'est que l'avantage est quand même assez réduit. Et il est surtout économique, il est surtout, il y a pour les agriculteurs une diminution des coûts de production, et le risque reste non déterminé sur un certain nombre de sujets. Donc ça c'est une position intéressante. André Chassaigne et ensuite François Grosdidier. Oui, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut que la recherche avance, mais pas à n'importe quel prix. C'est là le problème. C'est-à-dire que... Ça sert à quoi les OGM? Répondez à cette question simple. On a envie d'entendre les députés là-dessus. Non, vous avez très bien répondu, Christian Jacob. Mais juste... Je souhaite qu'il réponde. Et François Grosdidier. Je vais donner ma réponse. Je pense que dans l'état actuel des choses, je ne suis pas persuadé que les OGM commerciaux, notamment le maïs tel qu'il était cultivé, ça sert véritablement à l'économie de notre pays. Je crains que ça soit une illusion et que dans les années à venir, les quelques avantages qu'on peut en tirer risquent d'être anéantis par des désavantages, et notamment en termes de prix, en termes de conséquences sur l'environnement, en termes de dépendance vis-à-vis des semenciers. Donc sur l'OGM commercialisé tel que le maïs, on continue la recherche. Je n'y crois pas. Mais par contre, je ne lis pas dans le Marc Café. Il est possible que demain... on puisse se tirer des avantages en ce qui concerne la culture de GM, mais quoi qu'il en soit, avant de lancer n'importe quelle recherche, il faut qu'on réfléchisse aux conséquences. Il y a le principe de précaution, ça doit se faire dans la transparence. Il faut donc une validation citoyenne et une validation politique. Voilà, en ce qui concerne mon point de vue là-dessus. Réponse très claire. Alors, François Grosdidier sur cette question. Hein. Oui, mais bon, les OGM, ça peut servir à tout. Bon, ça peut servir à tout, et on peut en attendre des bénéfices médicaux dont certains sont avérés. La lipase gastrique. Ceux pour nourrir l'humanité qui ne sont pas encore avérés, mais se posent quand même le problème de la brevetabilité du vivant. On peut se demander comment des peuples qui ne peuvent pas payer, à qui on n'offre pas de médicaments génériques, pourraient se payer des semences brevetées. Non, c'est quand même le problème. Mais licence gratuite a été rejetée. C'est-à-dire qu'il ne faut fermer aucune perspective. En revanche, 99% aujourd'hui des OGM, c'est pour nourrir du bétail. Et c'est quoi? C'est ceux qui résistent aux pesticides, donc c'est pas pour en utiliser moins, ou ceux qui contiennent leurs propres pesticides et sur lesquels je pense qu'on n'a pas les études assez longues, à long terme, et je souhaiterais moi que les études soient moins si longues, que les tests soient aussi longs que pour les pesticides chimiques, et sur lesquels la transparence soit totale, et ça c'est le problème dont j'ai parlé. Et pour conclure, je dirais... C'est ce qui a fait que ça a un peu agacé l'UMP, pour conclure, je dirais que être pour ou contre des OGM, ce serait aussi stupide que d'être pour ou contre les antibiotiques. On veut tous des antibiotiques comme médicaments, on ne veut pas forcément manger de la viande gavée d'antibiotiques. Sauf que les médecins disent qu'il faut moins en consommer aujourd'hui d'antibiotiques. Oui, en médicaments, un peu moins avec modération, mais la viande gavée, certainement pas. Absolument. Christian Jacob, vous vouliez répondre sur ce qui a été dit. Vous dites que la loi répond à tout ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Je pense qu'on a un texte législatif qui est effectivement le meilleur au monde aujourd'hui, parce que le plus encadrant. Je ne pense pas qu'on ait un autre pays qui ait fait un texte plus encadrant que celui-là. Non, parce que sur l'histoire du taux, en fait, les Allemands ont un régime d'exception extrêmement important. Donc on peut mettre... C'est compliqué. On peut afficher un taux très faible à 0,1. Mais en même temps, si on exempte 10 ou 15 productions, ça n'a plus de sens. Je veux dire que la transparence est totale. Sur ce que François, ce qu'il très bien disait tout à l'heure, j'ai peur qu'il y ait une confusion. Le président est nommé par le Premier ministre, pas par le ministre de l'Agriculture. Sur la haute autorité. Oui, tout à fait. Non, mais c'est parce que... Bon voilà, ça vous avez répondu. On n'est pas dans l'hémicycle, on va pas refaire le débat. C'est que la loi oblige à la transparence totale. Entre autres, c'est un amendement que j'ai défendu qui oblige à passer par des laboratoires agréés et qui oblige à ce que toutes les études soient rendues publiques, quel que soit le résultat de ces études. Le seul incartade à cela, c'est de dire avant que le cadre juridique de la propriété intellectuelle soit défini, eh bien qu'à ce moment-là, c'est pas attendez, c'est tout simplement, est-ce qu'on veut aujourd'hui que la recherche française travaille gratuitement pour Monsanto ? Si on ne fait pas ça, la propriété intellectuelle, accessoirement, ça sert à ça. Autrement, écoutez, l'État français va travailler pour Monsanto, puis on pourra accessoirement se faire rémunérer par lui. Ça n'a pas de sens. Donc la propriété intellectuelle, c'est un sens, et c'est ce cadre juridique sur lequel on s'appuie. Il nous reste 10 minutes. J'aimerais simplement, pour le grand public, parce qu'on voit bien aussi la complexité des débats que vous avez vus dans l'hémicycle sur des problèmes de brevetage du vivant. C'est des débats éminemment compliqués. Et on voit qu'effectivement, en tant qu'élu, il faut s'y pencher. Il faut vraiment... On peut aborder la question de brevetage du vivant, malheureusement. C'est évoqué en tout cas dans le film de
de Marie-Monique Robin, elle parle du problème du brevetage, de ces agents de Monsanto qui vont dans les champs aux États-Unis, qui vont voir les agriculteurs pour leur demander ce qu'ils ont planté, quel est le type de semence, pour voir s'ils n'ont pas, entre guillemets, pris le brevet Monsanto sans l'avoir payé. J'aimerais juste revenir, il nous reste 10 minutes, c'est un débat qui va être prolongé, puisque le texte va repartir au Sénat. Un mot sur le Grenelle de l'environnement et ce texte. On a lu qu'il y avait un grand écart entre ce qui avait été dit, et on se souvient de ces images, il y avait Al Gore qui était à l'Élysée, il y avait le chef de l'État, qui avait pris des positions assez précises sur la question de l'OGM, il avait été prudent en tout cas sur l'OGM, et le texte aujourd'hui et les tensions qui a lieu. Est-ce que certains ont dit c'est fini, c'est la fin du Grenelle, on l'a déjà oublié sur ce point-là? Je vais dire deux mots. Et les espoirs qu'il a suscités. Très rapidement, les amendements qu'ils ont pu faire adopter, que ce soit l'amendement de François Grosdidier sur le respect des cultures traditionnelles, que ce soit l'amendement 252 pour le respect des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de qualité, ces amendements-là... Celui de l'agrément aussi des laboratoires. Celui de l'agrément des laboratoires, ces amendements-là... ils allaient en fait dans le sens du Grenelle de l'environnement. C'est ce qui me fait dire que s'arc-bouter ou dire, comme le Premier ministre l'a dit, qu'il fallait supprimer ce type d'amendement, d'ailleurs il n'a pas à le dire, mais dire qu'il fallait supprimer ce type d'amendement dans les autres lectures, c'est absolument inacceptable. Mais en disant ça, il veut amputer le projet de loi justement des acquis que l'on a pu obtenir et qui allaient dans le sens du Grenelle de l'environnement. On a rendu service, que ce soit François Grosdidier, mes collègues députés socialistes et moi-même dans les amendements que j'ai pu défendre, on a rendu service aussi, on a rendu service au ministre de l'Environnement. On a rendu service à M. Borloo et à Mme Nathalie Kosciusko-Morizet parce qu'on a permis que ce texte retrouve une dimension qui était dans celle du Grenelle de l'environnement. Chassaigne le chauffeur. Un mot simplement. Juste, il nous reste 5 minutes pour vous le dire, il reste pas 10 minutes. Simplement pour dire que certes, on est moins loin du Grenelle de l'environnement que le texte du Sénat, mais qu'on reste quand même loin des conclusions du Grenelle. Il y a encore du boulot. On reste quand même loin. Alors plus on s'en rapproche, mieux c'est. Mais on reste quand même loin. On pourrait prendre, on ne va pas le faire ici, mais on pourrait prendre au moins 5 ou 6 exemples importants. Bon, donc il faut quand même le dire, je crois. Christian Jacob, c'est important parce que vous n'avez pas été d'accord en interne, François Grosdidier en fait partie, avec un certain nombre d'élus UMP, collègues, sur cette question du grand écart entre ce qui est sorti du Grenelle, les espoirs qu'il avait suscité. On a même entendu Jean-Louis Borloo expliquer comme ça qu'il y aurait un moratoire, qu'il n'y aurait peut-être plus d'OGM en France. On a eu ce sentiment-là. Et la sortie du projet de loi, il y a quand même un grand écart là. Quand même. Il a évolué, Christian Jacob. Je crois que... En quelques mots, pour donner quelques mots suite à... Nous avons alors une formidable opération d'abord avec le Grenelle. C'est la première fois qu'un gouvernement porte ces sujets de l'environnement comme ils ont été portés, d'ailleurs dans le cadre de la campagne des élections présidentielles, et ensuite qu'une majorité s'y attache, qu'on est capable de faire un grand ministère de l'environnement, de l'écologie, du développement durable du territoire. Donc il faut d'abord reconnaître ça. Ensuite, le Grenelle de l'environnement a permis de confronter des avis qui étaient très divergents, de rassembler dans une même salle des gens qui ne se parlaient pas ou au contraire qui s'opposaient en permanence. Et à partir de tout ce débat qu'il y a pu avoir, ensuite vient le cadre de la loi. Et là, c'est le Parlement qui reprend ses droits et qui fait qu'aujourd'hui, nous encadrons, nous favorisons la recherche. Je crois que c'est un enjeu extrêmement important. Au nom de quoi on va laisser la recherche aux États-Unis? Parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui combattent ce texte aujourd'hui assurent le monopole de Monsanto. Et moi, ce que je veux faire, c'est inacceptable. Non, c'est qu'on ait la possibilité d'avoir un développement de la recherche en France et que la France retrouve le niveau qui était le sien, et c'est ce que ce cadre législatif permet par la transparence, par l'indépendance, par l'avis des scientifiques qui étaient mis en place. Bon, on a écouté en tout cas votre point de vue. Rappelons juste, je vous donne la parole, que le projet de loi est une transposition européenne, il n'est pas le prolongement direct, comme vous l'expliquiez, du Grenelle de l'environnement. Pour être précis, pour être vraiment précis. Voilà. François Grosdidier. Ce que dit Christian est vrai dans les principes, et c'est pour ça que j'ai voté l'article 1er, mais le diable est dans les détails. Et dans les détails, des articles suivants, amendement par amendement, je pense effectivement qu'on n'apporte pas aucun effet les garanties d'effectivité des principes. Et pour ça, j'espère qu'en deuxième lecture, on reviendra
à un texte qui garantisse totalement les principes et qui soit le plus proche du texte initial du gouvernement et surtout de l'esprit du Grenelle. Je souhaite vraiment qu'on le retrouve et je trouve que le sénateur Legrand avait fait un excellent travail pour dépassionner ce débat et il avait rendu un grand service à la société française. Je regrette que le débat parlementaire soit un peu retombé dans cette caricature et j'espère qu'on en sortira à la deuxième lecture. 30 secondes, vraiment, 30 secondes. Oui, ben, tout pour dire que l'habit ne fait pas le moine et qu'il ne suffit pas comme ça d'avoir l'effet d'affichage, qu'ensuite, dans les différents articles, on détricote. On détricote effectivement. Donc j'appelle moi ce que l'on a pu retricoter avec des amendements que l'on a pu faire accepter. J'espère que ces amendements iront jusqu'au bout. J'espère que ces amendements iront jusqu'au bout, parce que sinon ça sera un déni par rapport aux affirmations de Grenelle. Bon. Pour rejoindre deux mots, parce qu'on déborde là. Je partage totalement votre avis et je pense que un test majeur sera en effet la façon dont certains amendements sont traités dans l'avenir. Mais ce sera un test important. Et donc, j'appelle... C'est aussi ce qu'on pense. Merci, messieurs. Le débat, en tout cas, n'est pas clos parce que le texte repart au Sénat. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris plaisir à la fois à ce débat puis à regarder ce documentaire de Marie-Monique Robin. Je rappelle qu'elle a aussi écrit un livre au même moment, Le Monde selon Monsanto, très documenté, enquête minutieuse sur cette multinationale à découvrir, édition La Découverte. Merci d'avoir suivi ce débat et ce documentaire. Merci beaucoup. Bonne soirée.